Mesdames et messieurs, bonsoir. Préparatif de la fête internationale des femmes, le rapport national de la Guinée est en cours de validation. C'est un prélude à la 62e session des Nations Unies sur la condition de la femme. En déplacement, le ministre de l'Aménagement du territoire est en tournée dans le pays profond. C'est pour expliquer la politique urbaine de son secteur. À Kindia, plus de 6 000 hectares de terre sont obtenus pour servir les domaines publics. Culture cinéma, Black Panther est le nouveau film qui cartonne dans les salles de cinéma et sur les réseaux sociaux. Il met en exergue l'homme noir. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. C'est parti pour le mois de la femme, tout un mois consacré à la célébration de la femme sur le plan national et international. En Guinée, le ton est donné par le lancement ce matin des travaux de validation du rapport national. Ce rapport sera présenté à la 62e session des Nations Unies sur les conditions de la femme. Mamadi Terna Kamisoko. La Guinée se prépare à la 62e session des Nations Unies sur la condition féminine. Le rapport à présenter est en examen pour 2 jours à Conakry. Ce rapport fait le point sur l'autonomisation de la femme dans le pays. Depuis 2011, ce chantier est d'une grande priorité pour le gouvernement. La situation de la femme en Guinée évolue positivement, nous le disons ainsi. Il y a une prise de conscience. Et avec l'évolution de la situation, aujourd'hui les femmes sont très impliquées dans tous les domaines de la gouvernance, de l'économie, de l'autonomisation, ainsi que dans le gros secteur de l'agriculture notamment. Les femmes sont très impliquées depuis la production à la commercialisation jusqu'à la transformation des produits agricoles. Et donc et les femmes aujourd'hui s'organisent de mieux en mieux en coopérative. Il y a les femmes entrepreneurs, mais aussi les femmes vont dans des secteurs diversifiés où on pensait auparavant que c'était réservé qu'aux hommes, dans les mécaniques, dans l'électricité, dans la soudure, etc., etc. Des efforts qui font espérer. Toutefois, des défis se posent encore à la Guinée sur le chemin de la matérialisation complète des engagements internationaux. Dans le cadre de l'éducation, on n'a pas toute la satisfaction puisque jusqu'ici, il y a des filles qui n'ont pas accès encore à l'école, surtout dans les zones rurales. Et heureusement, le thème de cette année porte sur les communautés des filles rurales. Il y a aussi l'autonomisation dont on parle, c'est pourquoi justement des plaidoyers seront faits pour qu'il y ait beaucoup plus d'accès aux opportunités financières pour les femmes. Vraiment, ça c'est... Et aussi l'amélioration toujours des conditions de santé des femmes. On a parlé de gratuité, par exemple, de la césarienne. En partie, c'est fait. Mais l'exécution sur le terrain laisse à désirer. Ce n'est pas que la volonté politique n'est pas là. Avant la réunion de New York à mi-mars, les autorités du ministère de l'Action sociale règlent les derniers détails. Le rapport national en cours de validation sera officiellement présenté au chef de l'État le 8 mars, journée internationale de la femme. Justement, pour parler de ce 8 mars, nous allons recevoir sur ce plateau Hagia Mariam Silla. Elle est la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir. Et nous venons de suivre le lancement par votre département des travaux de validation du rapport national. Pensez-vous que ce rapport soit complet? Merci. Je vais vous dire que le rapport s'appesantit sur la période compris entre 2015 et 2017. Mais le concept autonomisation est intervenu un peu plus avant. Et ça prend sa genèse dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, qui consacre en son article 14 la question qui touche l'autonomisation de la femme. Donc, nous comptons réaliser une autre évaluation qui sera prise en compte, qui va prendre en compte la période 2010, c'est-à-dire depuis l'avènement de la Troisième République jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui a été fait dans le domaine de l'autonomisation de la femme sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan programmatique et opérationnel. Voilà. Cette année, le thème porte sur l'autonomisation de la femme rurale. Est-ce que ce rapport prend en compte toutes les préoccupations de la femme rurale? Oui, je peux dire que oui, ça prend en compte toutes les préoccupations, parce que quand vous parlez des questions d'éducation, de formation, de santé reproductive, comme ils l'ont dit, mais les questions juridiques,
La Guinée a ratifié toutes les conventions qui protègent et font la promotion de la femme. Ça touche également les questions de violence. Donc, et ainsi que l'institutionnalisation. Qu'est-ce qui est fait sur le plan institutionnel pour l'autonomisation de la femme, y compris la participation de la femme au poste de prise de décision. Je peux dire que oui, ce rapport touche à toutes les préoccupations qui s'opposent à la femme. Dans le reportage, tout de suite, on a vu que ça met l'accent aussi sur l'accès de ces femmes aux moyens financiers. Est-ce que c'est... Oui, effectivement. En fait, nous avons tenu compte de notre contexte national. Parce que nous avons l'impression que quand il s'agit de moyens financiers, ça se présente surtout dans la capitale. Est-ce que vous prenez en compte les zones rurales? Justement, les femmes n'ont pas suffisamment accès vraiment au microcrédit. C'est pourquoi nous voulons saluer l'initiative du président de la République, sa volonté à impulser davantage l'autonomisation de la femme. Ces femmes qui sont en milieu rural n'ont pas accès. Elles méconnaissent d'abord les mécanismes qui donnent le crédit. Donc, il a vu que pour renforcer les activités génératrices de ces revenus, du revenu de ces femmes, il fallait apporter un appoint. C'est ce qu'il a fait. Et nous nous réjouissons aujourd'hui, ces MUFA, ces mutuelles financières des femmes africaines, couvrent presque l'étendue du territoire national. Sur les 33 préfectures que nous avons, 27 déjà ont leur MUFA. Et à Conakry, les 5 communes sont dotées de MUFA, y compris le marché Avaria. Donc vraiment, c'est un instrument à essence qui favorise l'autonomisation de la femme. Madame la ministre, nous allons suivre ensemble cet autre reportage sur la prouesse des femmes dans le secteur de la sécurité et de la défense. Et la particularité cette année est que le cortège qui va conduire le président de la République en ce jour de 8 mars sera entièrement constitué de femmes. Les séances de répétition ont déjà commencé dans les garnisons militaires et au stade du 28 septembre. Mohamed De Camara. Les femmes militaires et paramilitaires préparent la fête du 8 mars dans les garnisons militaires du pays. Pour cette édition 2018, aucune femme n'est laissée pour compte. Ici, au camp Alpha Yaya Diallo, la plus grande garnison militaire du pays, l'heure est aux préparatifs. Les corps constitués à cet effet, à travers un défilé géant, font le dernier réglage avant le jour J. Militairement, on doit défiler, on doit montrer qu'il y a des femmes militaires vraiment qui vont fêter autrement. Donc on est là dans les préparatifs de la fête de 8 mars pour accompagner les autres femmes. On a préparé beaucoup de choses par rapport à cette fête, pas seulement le défilé, on a préparé aussi à faire des activités civilo-militaires. Même exercice au stade du 28 septembre pour ces femmes en tenue. Ces pilotes de moto auront la charge de cortéger le président de la République à l'occasion de la fête des femmes. L'itinéraire partira du palais Sékou Touréa pour l'esplanade du palais du peuple, lieu indiqué pour la commémoration du 8 mars. Ces filles-là sont formées avec nous, on est dans ça. Chaque année, nous escortons le président de la République, le président Alpha Condé et la première dame de la République. La carrière militaire a été traditionnellement réservée aux hommes. Aujourd'hui, nous voulons démontrer, avec cette philosophie, ne laisser personne au compte, la dextérité des femmes militaires, ce qu'elles sont capables de faire. Aujourd'hui, vous avez vu au camp Alpha Yaya et même au stade ici, avec cet exercice de motard, que les femmes aussi peuvent quelque chose. Et de plus en plus, nous voulons démystifier les emplois qui étaient réservés aux hommes pour les femmes, prouver qu'aujourd'hui elles peuvent faire tout. Devant le président de la République et son épouse, ces militaires et paramilitaires vont participer à la célébration de cette date historique à travers des parades riches en couleurs, une manière pour elles de montrer la place de la femme dans le rang des corps habillés. Pour revenir à vous, Madame le ministre, nous voulons démystifier ces emplois qui étaient jusque-là réservés aux hommes. Oui. Je veux saluer d'abord l'intervention de la directrice nationale de la promotion féminine qui a mis en évidence tout ce que nous voulons faire cette fois-ci pour ce 8 mars, mais dire tout simplement que tout cela a été décidé par les femmes. Elles ont dit qu'elles-mêmes, elles veulent conduire ce jour-là le professeur Alpha Condé, leur président bien-aimé. Pourquoi? C'est des actes de reconnaissance. Aujourd'hui, les femmes guinéennes participent aux missions vraiment des Nations Unies.
Je m'incline devant celles qui sont décédées, qui sont mortes l'arme à la main. Mais je veux dire encore que le professeur a vu juste de nommer ces femmes-là, mais également d'honorer d'autres femmes en leur accordant des grades. De plus en plus, dans le milieu militaire et paramilitaire, on voit que les femmes occupent les postes de prise de décision. Donc c'est une très bonne chose. Nous voulons ce jour-là lui rendre hommage. Pour changer de sujet, hier on vous a vu, vous vous êtes rendu dans les familles des victimes de violences basées sur le genre. Aujourd'hui, on sait que c'est un combat continu, mais le phénomène est toujours là et ça nous revient. Oui. Lorsque l'on l'évoque, on a vraiment un pincement au cœur. La chair. Oui, bien sûr. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui peut pousser un homme qui a aimé une femme et que ce dernier se mette à taper sur cette femme jusqu'à ce qu'elle... Oui, l'exemple le plus récent, le cas de... C'est celle qui est morte par suite de coups et blessures. Je voudrais tout simplement dire aux femmes de ne pas garder silence. La femme guinéenne se confine dans son silence. Elle accepte les coups et blessures. Il faut briser le tabou. Alors que toutes les lois sont favorables à sa protection. Mais ce que nous ne devons pas perdre de vue, parce que nous mettons toujours l'accent sur les victimes. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à violenter sa famille, son enfant, sa femme? Qu'est-ce qui peut pousser? Je ne les défends pas. La preuve est que nous-mêmes, nous avons œuvré avec le ministère de la Sécurité à travers l'OPROGEM à procéder à l'arrestation de ce monsieur. Aujourd'hui, il est déféré. Je ne les défends pas, mais il faudrait que nous puissions regarder de ce côté-là, assurer la prise en charge de ces auteurs de violence. Parce que sinon, avec l'ampleur que nous connaissons, vraiment, ce ne sera pas une très bonne chose. Pour finir, quels seront les grands moments de la célébration de la femme cette année? Aujourd'hui, nous avons commencé. Je voudrais d'abord saluer la commission nationale, composée des départements ministériels à travers les points focaux, les partenaires au développement, les ONG internationales et nationales, et toutes les organisations de la société civile. Alors, au menu, notre programme, nous avons commencé aujourd'hui à travers la validation. Vous savez, nous avons 3 documents. Le premier, on en a parlé tout de suite, c'est le rapport national sur l'autonomisation de la femme et la réduction des inégalités entre l'homme et la femme. Et les défis qui se posent aux femmes en termes de réduction des inégalités et à l'autonomisation de la femme. Ça, c'est le premier document. Le deuxième document, c'est le thème de l'examen, la participation et l'accès des femmes aux médias et aux nouvelles technologies de l'information, l'impact de leur utilisation sur l'autonomisation de la femme en milieu rural. Là-dessus, je voudrais saluer le travail extraordinaire que le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique est en train de mener avec notre département en donnant des ordinateurs. Depuis 2012, ce ministère a commencé, mais cette année, c'est 100 ordinateurs qu'on va donner aux filles en milieu rural à travers les centres d'autonomisation et de promotion de la femme. L'autre aspect, c'est l'étude sur les MIFA. Nous avons dit que le thème national que nous avons retenu, c'est vraiment les défis et les opportunités en termes d'autonomisation à travers les mutuelles financières des femmes africaines. Merci. Ces 3 documents seront validés. Alors, en plus de ça, nous aurons l'exposition. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec l'appui du système des Nations Unies? C'est un film documentaire sur les femmes que nous avons appelées femmes championnes. Les femmes qui n'ont pas eu la chance, comme vous et moi, parce que les inégalités, comme vous le savez, il y a des inégalités entre les femmes en milieu urbain et celles qui sont en milieu rural, mais entre celles-ci et les hommes aussi en zone rurale. Nous aurons l'opportunité de voir ce film documentaire. Mais bien sûr, alors ce film met en exergue les femmes que nous avons appelées les femmes championnes, qui malgré les pesanteurs sociaux, culturels, la discrimination, la pauvreté, tout ce qui s'ensuit, elles ont réussi à s'extraire de ces conditions de vie pour avoir un métier. Et elles drainent derrière elles aujourd'hui une panoplie de femmes
Et ses sœurs, ses consoeurs aujourd'hui, grâce à l'effort de ces femmes-là, ont des métiers. Là, il faut le saluer et il faut les mettre en œuvre. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous étions donc avec Madame Mariam Silla. Elle est la ministre de l'Action sociale, de la condition féminine et de l'enfance. Et puis, cette action humanitaire de gouvernement en faveur des sinistrés de l'INSAN suite aux événements douloureux survenus dans la période post-électorale destinée aux 53 familles victimes. Ce don est composé d'une enveloppe financière, des vivres et des tonnes de ciment. Le geste est salué par les bénéficiaires de cette localité de Kindia. Mohamed Lamine Camara nous fait le point. Des habitations saccagées, engins roulants calcinés et autres biens matériels emportés. Les 4 et 5 février dernier, l'INSAN a connu des journées folles. Ces incidents malheureux nés de l'élection locale ont touché 53 ménages. Pour soulager la peine de ces familles des sinistrés, le gouvernement achemine des tonnes de vivres, de ciment et une enveloppe symbolique de 50 millions de francs guinéens. Quand un tel événement dramatique se produit, le chef de l'État est toujours présent sur les lieux. Ne parlons pas des cas de décès où, malgré son agenda, il tient personnellement à être présent chaque fois pour présenter ses douleurs. C'est dans ce cadre qu'il nous a envoyés. Envoyés pour flétrir ce qui s'est passé en ces jours très regrettables des 4 et 5 février 2018 à l'INSAN. Dans un premier temps. Dans un second temps, dire haut et fort que les auteurs de ces crimes, heureusement qui ont été appréhendés, subiront la loi dans toute sa rigueur. Cette aide humanitaire vient au moment où les autorités et fils ressortissants s'investissent pour le rétablissement d'une paix dans la dernière année des sous-préfectures du pays. Quand vous êtes en difficulté, quand la première personnalité de votre pays pense à ses citoyens à la base, de venir les porter main forte en envoyant une espèce de 50 millions à la population et 40 tonnes de ciment et 10 tonnes de riz aux sinistrés, là, d'une part, je suis content. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait le tour des concessions qui ont subi les violences et a traduit aux victimes la compassion du gouvernement. Parallèlement, la sous-préfecture de Kalinko, victime également des violences post-électorales, a aussi bénéficié de la générosité de l'ONG Les Petits Anges de Guinée. L'organisation a offert des kits d'habits et de jouets aux enfants de cette sous-préfecture de Dinguiraye. Compte rendu, Safran Tenin Koulibaly. Sourire aux lèvres, ces enfants de Kalinko retrouvent l'insouciance de leur âge. Ils étreignent les premiers cadeaux après le traumatisme causé par des violences post-électorales. L'ONG Les Petits Anges de Guinée est venue offrir ses jouets à des centaines d'enfants à 60 km du centre-ville de Dinguiraye. J'ai vu ce qui se passait à Kalinko. J'ai vu les maisons en feu. J'ai vu des femmes en pleurs. J'ai vu des enfants. Et j'ai les yeux bouffus parce que j'ai beaucoup pleuré. J'ai vu la réalité des choses et ce conteneur même est trop petit. On pensera à ce pays. Et aux Guinéens, je leur dirai, aimons-nous les uns les autres. C'est pour ça que je suis venu en Kalinko aujourd'hui pour essayer de faire un peu. Et je demande à tous les Guinéens de la diaspora, moi je viens de Belgique, mais je demande à ceux qui sont en France, au Japon, aux États-Unis et un peu partout de faire un peu pour notre pays, surtout pour ces enfants. Cette action humanitaire, plus qu'un geste de réconfort, est vivement appréciée par les bénéficiaires. Toute la journée, les Petits Anges de Guinée sont célébrés par toute la communauté. Ils sont venus en paix avec des chaussures, des vélos et des habits pour nos enfants. Nous les remercions pour cela. Que Dieu les bénisse. J'ai reçu des habits et une peluche pour jouer. Je remercie les Petits Anges pour ce cadeau. Ce geste de solidarité s'ajoute à ceux déjà exprimés par le gouvernement et les ressortissants de Kalinko en faveur des victimes.
La fondatrice de l'ONG Les Petits Anges de Guinée a remercié le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son programme de société en faveur des femmes et des enfants. Depuis plusieurs années, son association apporte son aide aux orphelins et enfants défavorisés du pays. À Conakry, de renouveau à la Cour constitutionnelle au terme des 3 ans de leur mandat, 3 des 9 conseillers de l'institution vont être remplacés. Les 3 membres sortants ont été tirés au sort ce lundi et les remplaçants seront désignés par leurs institutions d'origine. Mais quels sont les enjeux assignés à ces nouveaux conseillers? Des précisions avec le juriste Mohamed Kamara. Il est au micro de Alpha Issi Agaba. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Les 9 membres ont un mandat de 9 ans non renouvelable. C'est ça le principe garanti aux articles 101 et au niveau de la loi organique 06 du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment à son article 4. Et donc la Cour constitutionnelle étant composée de 9 membres, et pour inaugurer le premier mandat là, les 9 membres n'auront pas la chance de faire tous 9 ans. Il y aura seulement 3 qui feront 3 ans, 3 qui feront 6 ans et 3 qui feront 9 ans. Le renouvellement par tiers suppose que le jour du tirage au sort, le plus jeune conseiller viendra tirer au sort le nom de 3 personnes. Et les institutions d'origine de ces 3 personnes tirées au sort vont être informés par la Cour à l'effet de désigner de nouvelles personnes pour remplacer les premières personnes qui auront été ainsi tirées au sort. Mais les personnes qui viendront à nouveau auront, elles, devant 9 ans à exercer. Et donc ça veut dire concrètement que le renouvellement par tiers, les 9 membres ne feront pas tous 9 ans. Et il y a au moins 6 personnes qui vont servir. Et ça permet justement un renouvellement par tiers de manière à ce que l'on puisse conserver la mémoire institutionnelle. La mémoire institutionnelle suppose que d'autres personnes doivent demeurer pour ne pas que de nouvelles personnes arrivent et trouver que pratiquement tout le monde est bleu. Il ne faudrait pas que tout le monde soit bleu au niveau de la situation, au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, l'idée, c'est cela. L'enjeu majeur, c'est permettre à ce qu'il y ait un renouvellement par tiers. Après la première cadence de renouvellement par tiers, la deuxième cadence de renouvellement par tiers, ça deviendra automatique. Chaque 3 ans, on sait qui doit aller, qui doit rester. Alors, les 3 personnes qui vont être remplacées, alors, les personnes qui viendront à la place de celle-ci devront attendre d'abord qu'elle soit confirmée par décret présidentiel et attendre qu'elle prête serment devant le président de la République et devant le président de l'Assemblée nationale en même temps, avant de prendre fonction. En déplacement, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire est à l'intérieur du pays. C'est pour expliquer la politique urbaine de son secteur. Une politique qui prévoit la disponibilité des réserves foncières. Dans la région de Kindia, plus de 6 000 hectares de terre sont obtenus pour servir désormais de domaine public. Saint-Martin, Fansinaduno, Sadoubari. Le schéma directeur du projet Grand Conakry Vision 2040 englobe les préfectures de Dubreka, Koya, Folkaria et Kindia. Un plan d'aménagement qui prend en compte tous les aspects de développement des différents secteurs. Des infrastructures de base et d'autres équipements sont prévus. Pour leur mise en œuvre, le gouvernement, à travers le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, compte sur l'implication des communautés, cadres techniques et administrateurs pour la réussite de la campagne de préservation et de sécurisation des réserves foncières de l'État. On a les codes, c'est vrai, mais rien n'est vulgarisé. Conséquence, la population fait ce qu'elle veut. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est non seulement immatriculer les réserves, mais aussi les domaines de l'État. Faire en sorte que tout ce qui appartient à l'État soit immatriculé et affecté. L'appel des autorités du secteur de la construction est entendu par les responsables de la région administrative de Kindia. Ils mettent à la disposition de l'État 6 886 hectares de terre. Avec une telle superficie, la région de Kindia se classe première en termes de réservation des domaines publics. Ces réserves foncières sont déjà immatriculées et sécurisées par les cadres techniques.
on est en train de créer des plaques de signalisation pour que chaque réserve levée, consignée, reçoive une plaque d'identification pour dire que, quel que soit le pays, quand quelqu'un rentre dans ce domaine-là, voit la plaque, on lui indique la superficie, on lui indique le rayon de la réserve. Si l'individu s'entête, puisque le Guinéen aime s'entêter, à ce moment, c'est assez risque et péril. Nous, on fera le maximum pour que l'objectif assigné à l'habitat aboutisse. Aujourd'hui, le président de la République, son souci, c'est de donner un habitat décent à tous les Guinéens. Mais le problème, c'est que la population est en avance sur l'État. Il faut qu'on se réveille très rapidement pour déjà mettre la main sur les espaces qui sont là. Et c'est en cela que je salue cette démarche, que ce ne soit pas seulement sur les réserves de l'État. S'il y a de l'espace, en concertation avec les communautés et l'administration du territoire, les espaces qui sont là, que ces espaces ne soient pas bradés pour que ce projet puisse être réalisé dans les meilleures conditions. Ici comme ailleurs, les cadres techniques des directions préfectorales de l'habitat sont reçus par leurs ministres pour expliquer leurs approches de travail et leurs relations avec les populations dans la gestion des questions foncières. À présent, nous allons vous livrer le contenu de cet arrêté numéro 2018-692 MSPC CAB 2018 portant nomination de fonctionnaires de police de la Direction nationale de la police de l'air et des frontières. Le ministre d'État, vu la Constitution, arrête. Article 1er, les cadres de police dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Abdoulaye Sangaré, matricule 262-314R, commissaire principal de police, précédemment commissaire central adjoint de Koya, est nommé commissaire spécial de l'aéroport international de Bessia-Conakry. 2. Abdoulaye Kondé, matricule 208-108A, commissaire principal de police, précédemment commissaire adjoint au commissariat urbain de Ratouma, est nommé commissaire spécial adjoint de l'aéroport international de Bessia-Conakry. 3. Nicolas Guémou, matricule 159-771J, commissaire principal de police, précédemment en service à la Direction nationale de la police de l'air et des frontières, est nommé commandant de peloton du commissariat spécial de l'aéroport international de Bessia-Conakry. Article 2. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Maître Abdul Kader Camara. Du côté de la Direction générale des douanes, la sécurité des locaux est renforcée. Désormais, pour y accéder, il faut être muni d'une carte magnétique. C'est une innovation technologique qui place la douane guinéenne dans la modernité. Plus d'explications avec Alassane Diogobari. Dans un environnement sous-régional caractérisé par une insécurité récurrente, la Guinée prend ses dispositions pour mettre les locaux de la Direction générale de sa douane à l'abri de tout. Autrefois, accessible à n'importe quel visiteur, désormais il faut être de la base des données numériques du service pour y accéder. Le lancement officiel de ce nouvel équipement s'est déroulé ce lundi à Conakry. Le but de cette migration technologique est de mieux répondre aux exigences sécuritaires du moment. Nous avons estimé que le monde qui arrivait à la douane n'était pas filtré. Et la douane, elle est faite non seulement pour le personnel, mais pour les usagers. Mais lesquels usagers? Il s'agit des transitaires agréés en douane. Donc ces transitaires qui sont dans les règles, qui ont des agréments, qui sont reconnus des vrais transitaires, ils ont leur carte. Donc ils vont accéder, faire les formalités de dédouanement, ce qui pourrait permettre à la douane de ne plus être encombrée. Il y a la sécurité, mais il y a aussi les conditions de travail qui sont créées au personnel. Donc la cour ne sera plus envahie et les rentrées seront sécurisées et vérifiées. Donc il y a une entrée pour les véhicules commandée par une barrière automatique avec des modules. Il y a les passages piétons pour les portiques également. Le premier portique, c'est pour le public et le second portique, c'est pour le personnel. Un message fort à l'endroit de tous pour rappeler que la douane n'est nullement un marché, encore moins un lieu de prédilection pour des démarcheurs. Par contre, les transitaires et les autres commissionnaires agréés en douane constituent les interlocuteurs directs de la douane et de ce fait
un appel pressant leur est lancé. Il y a certaines sociétés de transit qui n'ont pas encore fini de se faire endosser. Donc on a donné instruction au chef de service des moyens généraux et à la société qui est chargée de ça, de prendre toutes les dispositions pour que toutes les sociétés de transit qui sont en règle soient enrôlées et qu'ils détiennent leur carte d'ici la fin de cette semaine pour faciliter l'accès. Le mérite premier de cette initiative est bien et avant tout sa valeur dissuasive, car désormais n'ira plus à la douane qui le veut, mais qui en a le droit. Je vous le disais dans les titres, le nouveau film intitulé Black Panther est actuellement sur les lèvres des cinéphiles et surtout sur les réseaux sociaux. Le film met en avant le potentiel de l'homme noir à mettre en valeur la tradition africaine et à s'intéresser à la technologie. Plus d'informations avec Marie-Angélique Bangora. Black Panther, le film parle de l'éveil des consciences en Afrique et de la capacité de l'Afrique à créer et à faire des miracles. La mise en scène est adaptée aux réalités africaines. Dans ce long métrage, les spectateurs découvrent le royaume du Wakanda. Le Wakanda est un pays africain fictif appartenant à l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Dans le film, le scénariste indique que la cité existe depuis 5 siècles en Afrique centrale et 5 tribus africaines fondèrent le Wakanda où on parle le Yoruba, le Hausa, le Lingala et le Sango. Cette cité serait dirigée par T'Challa, Black Panther ou la Panthère Noire, le héros du film. J'ai suivi la bande-annonce il y a 3 semaines carrément, donc il fallait obligatoire que je vienne parce que 3 fois je rate la rentrée. Il fallait aujourd'hui. Je suis là avec ma petite sœur. D'abord, ça m'inspire une fierté parce que carrément c'est africain. Je pense que le film a mis un accent encore sur la peau noire, la capacité de la peau noire. Mais en plus, ça montre que nous devons aimer l'Afrique et que nous devons aimer les Africains et que nous devons aller de l'avant carrément. Des films comme ça donne des ailes. Ça donne des possibilités de réfléchir, d'imaginer. Parce que tu t'y perds dans le film, tu te dis que bon, c'est comme si tu fais partie, c'est comme si tu risques de te voir carrément un acteur de ce film. Donc pour moi, il faut le suivre. Je pense que c'est édifiant, ça donne franchement une nouveauté, une autre connaissance, quoi. D'une durée de 134 minutes, le Black Panther fait découvrir au monde la capacité du génie créateur de l'Africain, tout en conservant la culture et la tradition de ses ancêtres. Avec ce film, les spectateurs découvrent pour la première fois le vibranium, une ressource naturelle énergétique qui a permis aux Wakandais de se développer sans avoir recours au monde extérieur. Cette technologie avancée a même permis aux habitants de sauver des vies humaines. C'était intéressant de voir une Afrique forte, une Afrique solide, une Afrique soudée et surtout ce sentiment d'appartenance au Wakanda. Ça, c'était vraiment fort. Même si on est là tout seul sur notre continent, on est capable de faire des choses et on doit faire des choses. On n'a pas besoin d'attendre que les autres fassent, nous aident à développer chez nous en fait. Disponible dans les salles de cinéma, le film Black Panther suscite de plus en plus de l'engouement chez les cinéphiles. À Conakry, le cinéma Canal Olympia est envahi et la projection du film devient de plus en plus importante. Un film à voir forcément, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Un grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez une excellente soirée. À demain.